Merci à vous pour l'invitation. Alors, vous avez peut-être pas l'habitude de me voir. En France, on me connaît un petit peu plus avec mon chapeau. Je suis docteur en agroclimatologie, mais également chasseur d'orage, donc photographe d'événements climatiques. C'est pour ça que je suis habillé comme ça, puisqu'en France, j'ai l'habitude de faire des films et des documentaires avec cette tenue d'Indiana Jones que j'ai d'habitude sur moi. Alors, on va parler du changement climatique et de l'agriculture. Mon diapo est assez complet, puisque j'aborde l'olive, j'aborde la tomate, j'aborde pas mal de choses, mais je vais sauter ces diapositives pour me concentrer sur les agrumes. Je sais qu'il y a 30 minutes de questions juste après. Si, si jamais vous avez des questions sur les autres cultures, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors, Behka Arbek Amen, Anal Bnene. Si vous voulez poser des questions tout à l'heure, posez-les en français, parce que je ne vous comprendrai pas. Mon but aujourd'hui est de venir vous parler d'anticipation. Je suis là pour vous parler d'anticipation. Je ne suis pas là pour vous dire que vous allez tous mourir de faim avec le changement climatique. Je suis là pour vous dire que si vous anticipez les éléments scientifiques que je vais vous dire juste après, vous pouvez continuer à produire au Maroc. Alors, je saute pas mal de diapositives. On va commencer par parler du Maroc au passé, puisqu'on va regarder les éléments climatiques dans le Maroc, les évolutions. Ici, c'est la température moyenne annuelle dans différentes régions. J'en ai pris 4 représentées par les points sur la carte du Maroc, où vous voyez cette température annuelle augmenter. C'est la fameuse marque du changement climatique. Alors, pour l'agriculture, on ne regarde pas que la température moyenne. On regarde aussi les températures extrêmes. Alors j'ai pris les 42 degrés pour les agrumes, puisque c'est à partir de là qu'on observe des stress thermiques. Pour le maïs, j'aurais pu prendre 35 degrés. Pour la tomate, c'est 35 degrés. Pour la salade, c'est 30 degrés. Pour le blé, c'est 30 degrés. Mais là, j'ai pris les agrumes à 42, où on voit ces fréquences de jours devenir de plus en plus fréquentes, surtout dans la partie sud-ouest du Maroc. Donc les jours à 42 degrés, par exemple, on peut atteindre maintenant jusqu'à 15 jours dans la région de Dra. Je ne sais pas si vous prononcez ça comme ça. Au niveau des précipitations, on parle beaucoup des sécheresses au Maroc, et c'est effectivement le cas au niveau des précipitations. Vous avez une diminution des précipitations annuelles dans toutes les régions du Maroc. Diminution d'ailleurs qui va continuer avec le changement climatique, puisque maintenant, je parlais du passé, maintenant je vais parler du futur. On va regarder donc cette évolution climatique, comment elle va impacter le Maroc. Au niveau de la température, pour commencer, l'Afrique se réchauffe, surtout sur la partie nord et surtout sur la partie sud. On s'attend d'ici 2050 à dépasser les plus 3,5 degrés par rapport au climat d'avant 1900. Donc l'Afrique se réchauffe avec un petit dégradé terre-mer que vous voyez au niveau du Maroc. Donc quand je descends au niveau du Maroc, avec mes 4 régions, vous avez ici la température moyenne qui continuera d'augmenter, quel que soit le scénario de gaz à effet de serre. Cependant, pour les scénarios les plus chauds, donc des émissions de gaz à effet de serre les plus fortes, la température montera bien sûr plus haut. Actuellement, on est entre le rouge et l'orange, là. On est dans un scénario plutôt moyen et haut. Alors, en termes de nombre de jours au-dessus des 35 degrés, toute l'Afrique devrait subir des canicules de plus en plus importantes, surtout la partie nord, est et sud. De même, au Maroc, vous avez ici le nombre de jours à 35 degrés dans les différentes régions. Il pourrait atteindre plus de 100 jours au-dessus des 35 degrés d'ici la fin de siècle, ce qui posera des problématiques de stress thermique, bien sûr, pour nos animaux d'élevage, mais aussi nos cultures. Concernant la température extrême, donc c'est vraiment le plus haut qu'on peut atteindre dans l'année, on était autour des 36-38 degrés dans les différentes régions, voire 40 pour certaines régions. Dans l'avenir, on pourra régulièrement dépasser les 50 degrés, 45-50, ce qui posera des problématiques de stress thermique sur nos agrumes. Et à l'inverse, le nombre de jours de gel, donc en dessous des 0 degrés, qui est plutôt moins fréquent, bien sûr, au Maroc qu'en France, mon pays où j'habite, il diminue. Alors vous allez me dire, ça va peut-être poser moins de problèmes par rapport au gel sur les agrumes. Ce n'est pas forcément le cas, puisque la phénologie des agrumes va avancer. Mais le plus important, ce sont les insectes et les maladies, puisque le gel détruit les œufs et ralentit la reproduction de nos insectes. Le fait qu'il y ait moins de nombre de jours de gel va provoquer
plus de maladies, mais ça, on l'a dit à la diapositive, enfin à la présentation précédente. Pour les précipitations, c'est là où c'est le principal problème. Et c'est là où je vais un petit peu plus m'attarder. Vous avez une forme d'aridification, donc disparition des précipitations sur toute la partie nord africaine, c'est le désert du Sahara qui progresse, et sur la partie sud aussi de l'Afrique. Précipitations annuelles en baisse sur toutes les régions marocaines, avec quelques distinctions régionales, et quel que soit le scénario d'émissions de gaz à effet de serre. Votre principal enjeu dans l'avenir, c'est l'eau, et on va le regarder tout à l'heure. L'humidité aussi diminue dans la plupart des régions, ce qui veut dire que l'évapotranspiration va augmenter également, et les sécheresses, donc conclusion des températures et précipitations, vont forcément augmenter avec une accentuation très importante pour la partie marocaine d'ici 2050. Toutes les figures que je vous montre, ce sont des données officielles du GIEC. Le nombre de jours consécutifs de sec, donc les périodes de plus en plus secs vont être de plus en plus secs, mais aussi de plus en plus longues. Vous voyez la courbe qui monte, où on aura parfois, on passe à peu près, par exemple dans le département oriental, on passe d'à peu près 80 jours secs à 100, 105 jours secs d'ici la fin du siècle. Donc on gagne en étendue de ces sécheresses. Et donc au final, pour conclure, la Méditerranée est prévue d'être un hotspot du changement climatique, le Maroc compris. Hotspot du changement climatique, c'est une zone où on a une très forte aridification qui est attendue et une très forte évolution de la température. Vous êtes la zone du monde où les évolutions climatiques sont les plus importantes. Maroc et toute la Méditerranée, sud de la France comprise, et pays d'origine, le Liban compris également. Alors ça, c'était pour température, eau, sécheresse. Si je parle maintenant de votre réserve en eau, il n'y a pas que les nappes phréatiques, il y a également la neige et les glaciers, s'il y en a, c'est plutôt la neige. Vous avez ici des études qui ont été faites de janvier à décembre. Pour les courbes en bleu, ce sont le passé, donc les millimètres d'eau accumulés dans vos montagnes et qui permettent d'irriguer ensuite vos plaines. Dans l'avenir, vous voyez, en rouge, il y en aura à peu près 80% de moins. Il y a 80% de réserves en eau en moins dans vos montagnes. Voilà pour ces données climatiques. Alors je sais, ce n'est pas forcément très réjouissant, ce sont des données factuelles, que je dis de façon factuelle. Par contre, derrière, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'adaptation, sortez-vous ça de la tête. Mon objectif maintenant est de vous montrer qu'on peut s'adapter. Dans une certaine limite, quand même, n'exagérons pas. Je commence par regarder les impacts agricoles sur les agrumes, parce qu'en tant qu'agro-climatologue, je ne fais pas que de la climatologie, je fais aussi des impacts. Je vous ai résumé ici tous les impacts qui ont été abordés d'ailleurs ce matin. Nous avons des problèmes de floraison, à la fois des floraisons qui sont de plus en plus précoces, et des risques de gel dans les endroits gélifs qui peuvent être plus importants à cause de cette floraison qui est de plus en plus précoce. Des problèmes de vernalisation, puisque nos arbres, certes, les orangers, certes, les agrumes ont besoin de moins de froid que le pommier, le poirier pour fleurir, mais ils ont besoin de froid. La vernalisation, ce sont les besoins en froid pour que les végétaux fleurissent. Et s'il n'y a pas suffisamment de froid, par exemple 500, 600 heures de froid en dessous des 7 degrés pour certains agrumes, il ne fleurira plus. Et donc, on aura des problématiques de manque de floraison, des problématiques de vernalisation dans l'avenir. Le stress thermique estival, ici en orange, c'est les excès de température pendant la croissance du fruit qui provoquent soit des fruits qui sont mal formés, soit des chutes physiologiques, donc des fleurs qui tombent ou des fruits qui tombent avant la maturité. Cela va bien sûr augmenter la pression sur l'eau, forcément, vu que la température augmente, les précipitations diminuent, et l'évapotranspiration, évaporation et transpiration des végétaux augmentent. La pression de l'eau va devenir importante avec des déclins de nappes phréatiques déjà observés et une augmentation de la sécheresse de surface qui peut poser des questions sur le modèle existant, voire arrêter la croissance de certains végétaux. Et en dessous, pour terminer, il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la qualité, puisque les conditions de maturité sont très importantes pour le sucre, pour l'acidité, pour les arômes de vos fruits. C'est-à-dire que si les températures et les précipitations sont modifiées pendant la maturation de vos fruits n'auront pas les mêmes goûts. D'ailleurs, c'est déjà à peu près le cas. Je crois que l'acidité de certains fruits
augmente, on le verra tout à l'heure. Donc modification gustative, modification visuelle, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais l'orange prend sa couleur orange à cause de différences de température jour-nuit. Il faut de la fraîcheur, fraîcheur qui sera de moins en moins présente, et donc la coloration va être de plus en plus complexe dans certains cas. Vous avez donc ici associé les solutions qui sont mises en place sur le terrain actuellement, et derrière, je vais détailler quelques solutions. Sur les solutions, donc, vous avez des problèmes de floraison. La sélection de variétés moins exigeantes en froid est une des solutions pour faire face aux problèmes de floraison ou des moyens de lutte contre le gel pour les endroits légélifs, mais vous êtes moins concerné que le continent européen, je vous rassure. Ensuite, sur les stress thermiques estivaux, il y a de la génétique sur laquelle on peut travailler, des variétés plus résistantes aux fortes chaleurs, les filets d'ombrage ou l'agrivoltaïsme, donc faire de l'ombre pour protéger aux excès de température. La pression sur l'eau, il y a beaucoup plus de solutions, bien sûr, qui sont mises en place. On l'a vu ce matin. Alors ce matin, vous vous êtes un petit peu chamaillé en vous disant « moi, je préfère cette solution, moi, je préfère celle-ci, moi, je détaille celle-là ». Le changement climatique, c'est multi-solutions derrière. Je le répète encore une fois, il n'existe pas qu'une solution pour répondre aux problématiques de l'eau, c'est un ensemble de solutions, que ce soit de la sobriété, de la technologie, de la génétique, de l'irrigation dans le sol, de l'irrigation en gouttes, des réserves également en eau. Vous les avez ici, la réduction de la densité de la plantation, etc., des contrats de nappe. Encore une fois, ne vous attendez pas à répondre à cette problématique complexe avec une solution. Votre enjeu d'avenir, c'est la multiplication des solutions pour trouver un équilibre avec le changement climatique. Et je vais détailler le dernier point tout à l'heure, la relocalisation des agrumes. Ça vous paraît peut-être un peu fou, mais certaines productions se feront en France dans l'avenir. Ça, on ne vous l'avait pas abordé, et je vais vous faire quelques cartographies. Alors, je vais commencer par parler de la saisonnalité aussi de nos cultures, puisque vous savez que la floraison évolue avec les évolutions climatiques. Vous avez ici, par exemple, les dates de vendange à Beaune, sur la vigne, bien sûr. Vous voyez qu'on avait des dates de vendange à peu près stables entre le 23 septembre et le 3 octobre. Dans le passé récent, on a une évolution à la baisse. Les vendanges se font de plus en plus tôt, puisqu'il fait de plus en plus chaud en été. Si cette fois-ci, je vais au Japon, c'est la plus longue série phénologique du monde depuis 812, donc depuis plus de 1000 ans. Eh bien, vous voyez ici, on avait des dates de floraison entre le 11 avril et le 16 avril pour les cerisiers japonais, très célèbres d'ailleurs au Japon, et ils ont gagné à peu près 15 jours, 10 à 15 jours constatés aussi pour les évolutions des dates de floraison de nos agrumes. Alors vous allez me dire, bon, le printemps arrive plus tôt, c'est plus agréable. En réalité, tous les agrumes que vous avez, les pommes, les poires, les vignes, sont adaptés au terroir dans lequel ils sont. C'est-à-dire que la date de floraison, elle arrive à un moment où il n'y a pas de canicule et il n'y a pas de gel. C'est le moment où, justement, le plus propice à cette date de floraison. Toutes vos variétés ont été adaptées à tous vos terroirs marocains ou terroirs européens. Si les données climatiques évoluent, si la floraison évolue, on peut avoir une superposition d'une floraison, d'une canicule ou d'une floraison et d'un gel, et donc des pertes de rendement. On va le voir ici. Vous avez ici, dans certaines régions du Maroc, une évolution de la floraison qui est de plus en plus précoce. Le risque de gel reste de plus en plus important. Entre 2020 et 2050, donc une ouverture des bourgeons qui sera plus précoce, un risque de gel présent. En fait, le problème n'est pas le gel, le problème c'est l'avancée de la date de floraison. Bon, ça, ce n'est pas le problème le plus important chez vous, c'est surtout chez nous en Europe, où c'est vraiment très important, cette problématique-là, beaucoup plus qu'au Maroc. Maintenant, sur la qualité gustative de nos agrumes. Là, je vais prendre un exemple pour le vin, parce que c'est vraiment quelque chose qui a été très étudié chez nous en France. Vous avez ici un graphique du degré potentiel d'alcool des vins du Languedoc-Roussillon, là où j'habite. Nos vins sont plus alcoolisés, donc on a gagné 2,5 degrés d'alcool. De même, pour le cognac, on a gagné 2 degrés d'alcool. Mais c'est la même chose pour les agrumes. Ça veut dire que les conditions de maturité, canicule et sécheresse, sont différentes et donc vos agrumes deviennent de plus en plus acides et de plus en plus également sucrés. C'est la même chose pour le vin, puisque comme vous le savez, la vigne, à un moment, elle a besoin d'eau à la fin de l'été pour gonfler sa grappe. Vu qu'il y a moins d'eau, la grappe va être moins gonflée, mais il y a plus de sucre parce qu'il y a plus de soleil.
Ça veut dire qu'il y a moins d'eau, plus de sucre, la grappe est plus sucrée, et vu que c'est le sucre qui fait l'alcool, c'est pour ça que le degré d'alcool augmente. C'est la même chose pour les agrumes, c'est le même processus, sauf que je n'avais pas des données qui dataient des années 1970. Voilà pour ces aspects-là. Alors, là, c'est la tomate. Je vais la passer. Ceci dit, si vous avez des questions sur la tomate, n'hésitez pas, puisque je l'ai étudiée de même pour l'aubergine. Ça, je les ai mis juste pour les questions, parce que l'agriculture ne se concentre pas qu'aux agrumes. Maintenant, on va regarder des choses peut-être un petit peu plus curieuses pour vous, et c'est peut-être la première fois que vous allez voir des cartes de ce style-là. Alors, je détaille juste deux solutions. On va parler du local et des paysages. C'est juste deux solutions. Il y a bien sûr plein d'autres solutions au changement climatique, mais je vais détailler ces deux-là parce que je n'aurai pas le temps d'aborder tous les sujets. Vous avez ici l'aire de répartition des agrumes, toutes variétés confondues, toutes espèces confondues, jusqu'en 2100, avec un dégradé de couleur qui correspond à une adaptabilité, c'est-à-dire un potentiel économique d'exploitation. Le rouge, c'est que l'agrume ne s'implante pas. Le vert foncé, c'est que l'agrume est dans sa zone optimale. 1961, 2011, 2041, 2071, ce que vous voyez en irrigué uniquement, c'est que les agrumes vont rester présentes. Il y aura toujours une espèce d'agrume qui pourra s'adapter, une variété et une espèce qui pourra s'adapter au territoire marocain de Dakhla jusqu'à Tanger. Vous aurez des agrumes, à condition, bien sûr, d'en adapter l'agriculture, de couvrir les sols, par exemple, d'avoir des variétés résistantes aux fortes chaleurs, d'avoir de l'irrigation, de gérer cette irrigation entre le tourisme, entre l'agricole. Donc, vous pourrez avoir des agrumes à condition d'en faire évoluer le système agricole. Alors, vous avez l'air content, ça c'était en irrigué. Si maintenant je passe en non irrigué, ce que vous pouvez voir en non irrigué, c'est que déjà on avait des problématiques, je crois que presque 100% de vos agrumes sont irrigués au Maroc, sauf si je me trompe. C'est pour ça que vous avez une zone de production des agrumes qui est assez étendue. Par contre, en non irrigué, vous voyez très bien que cette zone-là va commencer à régresser, puisqu'il fera trop sec. Donc en fait, votre enjeu d'avenir, c'est l'eau. Vous voyez la différence entre les deux cartes, c'est l'eau. Alors peut-être ça va vous paraître curieux, mais je vais aussi vous montrer l'Europe de l'Ouest. Puisqu'on travaille aussi dans ma région, le Languedoc-Roussillon, dans la région des citrons de Menton, dans la région des clémentines de Corse, on travaille sur l'extension de la zone de production des agrumes à la France continentale. C'est-à-dire que nous, Français, en 2071, on sera peut-être concurrents du Maroc sur le marché mondial. C'est les nouvelles zones de production. Je sais que vous faites de gros yeux, mais c'est que climatiquement parlant, on pourra faire remonter cette zone de production. 1961-2071, ce que vous voyez, c'est que la France verdit, donc le changement climatique est favorable aux agrumes. Par contre, il sera défavorable aux poireaux, aux choux-fleurs, à la salade, qui remonteront plus au nord de l'Europe, mais il sera favorable à des cultures plus au sud de l'Europe. Ça, c'est en non irrigué. Alors, il y a d'autres arbres qui pourraient voir ces aires de répartition évoluer si vous avez l'olivier en irrigué. En irrigué, on perd un petit peu de surface et ça commence à remonter dans l'Atlas, vous le voyez. Par contre, en non irrigué, ça devient un petit peu plus complexe. Vous l'avez ici en non irrigué, où là, la zone de production d'olive se restreint et remonte aussi, plus au nord. Voilà pour ces évolutions-là. Le blé, je passe. Je m'attarderai juste pour terminer, et après on passera aux questions, au paysage. Parce que le changement climatique, à cause des gaz à effet de serre, il réchauffe l'air. La température moyenne de la Terre augmente. Mais il y a aussi quelque chose qui peut augmenter la température d'un champ, c'est la gestion, par exemple, de l'ombrage, la gestion des microclimats, la gestion de l'écoulement de l'eau, la gestion de vos couverts végétaux. On en parle beaucoup en France. Alors, il y a des solutions qui ont été mises en place par rapport à cette gestion de l'eau. Je les ai vues dans les différentes publications, notamment le goutte-à-goutte généralisé. Ça dépendra de la source en eau. Le dessalement sur le littoral, mais nécessite beaucoup d'énergie et c'est un petit peu plus coûteux en termes de mètres cubes d'eau. La réutilisation des eaux usées
Également, c'est plus coûteux. Le contrat des nappes, très important, prometteur mêlant, mais là, il va falloir travailler sur les évolutions à ce niveau-là. Et la recherche artificielle des nappes, qui est très ponctuelle, mais qui peut être intéressante. Voilà. Il y a d'autres choses qui peuvent adapter un territoire au changement climatique, c'est la présence des végétaux, la présence de l'arbre. On appelle ça l'hydrologie régénérative chez nous en France. Je ne sais pas si au Maroc c'est pareil. C'est-à-dire qu'un paysage où il y a moins d'arbres est un paysage qui va se réchauffer plus vite. C'est surtout un paysage où l'eau va couler plus rapidement parce qu'elle aura moins d'obstacles sur le terrain. Pas forcément que des arbres. Les obstacles, ça peut être des murets, ça peut être certaines routes avec modération. Cependant, ça peut être l'orientation des rangs des arbres ou des vignes pour bloquer l'eau. Ça peut être, au lieu d'avoir une pente, d'avoir un escalier pour ralentir la course de l'eau, pour qu'elle s'infiltre dans les sols. C'est la gestion de votre altitude et de vos paysages qui est très importante. Alors, du coup, la réintroduction des arbres se fait progressivement dans le sud de la France, dans les vignobles, pour éviter d'avoir des taux d'alcool trop élevés. Ils sont en train d'ombrer avec des amandiers, des abricotiers, ça fait double économie. Vous avez des cultures en étage ici, du côté de la Méditerranée française, ou des vents aussi. Là, vous avez des arbres qui sont bien alignés dans le sens perpendiculaire des vents locaux. Vous avez l'harmattan qui souffle ici, le vent du Sahara, qui peut être desséchant. Il peut être bloqué ou ralenti par certains arbres sur son chemin. Voilà pour ces aspects-là. Je vais m'arrêter là sur ces différentes diapositives, puisque je pense qu'il y a pas mal de questions derrière. Avec cet orage que j'ai pris à Cannes le 4 août 2020, et de cet orage, j'ai pu sortir cette photographie qui, en 2021, a été élue plus belle photo du monde. Merci.